Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence en ligne. L'avenir se fera avec l'Internet des objets, ou encore l'IoT. C'est un événement organisé par le service de la formation continue et des services aux entreprises du Collège de Bois-de-Boulogne. Mon nom est Mathieu Barraud, je suis conseiller en partenariat au Collège, et c'est un plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Alors, nous allons passer une petite heure ensemble. Je vais céder la parole dans quelques minutes à Monsieur Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises du Collège, pour quelques mots de bienvenue, puis débutera la présentation de notre conférencier, M. Kevin Moore, président et chef de la direction de Vouban. Vouban, une entreprise leader dans la transformation numérique, qui développe notamment une grande expertise dans l'IoT et en intelligence artificielle. M. Moore va nous parler de l'Internet des objets, de données et d'intelligence artificielle pendant une trentaine de minutes, puis nous terminerons la rencontre par une période de questions. Pour le confort de toutes et de tous, je vous demanderai de fermer vos micros pendant la conférence et d'utiliser le clavardage en bas à droite pour nous interpeller en levant la main bleue, afin de pouvoir poser vos questions à notre conférencier. Je vous souhaite un très bel événement. J'adresse mes chaleureux remerciements à M. Moore. Et sans plus attendre, je cède la parole à mon collègue, M. Delamarre. Merci Mathieu. Merci infiniment pour l'organisation de cette conférence. Bonjour M. Moore, vraiment très heureux de vous accueillir parmi nous. Très fier. L'Internet des objets, les objets connectés, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup au Collège de Bois-de-Boulogne depuis plusieurs années déjà. En fait, on s'intéresse au métier de la donnée. Depuis 7-8 ans, au Collège de Bois-de-Boulogne, on a développé des programmes d'études techniques, des programmes d'études intensifs qui visent une population adulte qui souhaite développer ces compétences-là pour des métiers qui sont vraiment des métiers du futur, vraiment des métiers qui sont innovants. Et l'Internet des objets, c'est dès 2015 que l'équipe de la formation continue à développer un premier programme d'études techniques intensif qui permettent à des personnes qui souhaitent développer des compétences avancées, techniques qui permettent de concevoir un objet connecté, qui permettent de l'assembler, de le programmer, puis bien évidemment utiliser les données que cet objet connecté-là génère. Donc, notre programme d'études spécialiste en Internet des objets. Pour nous aujourd'hui, d'avoir M. Moore, président, fondateur d'une entreprise dans ce domaine-là, qui vient vous parler de l'avenir, Et l'avenir passe, entre autres, par l'Internet des objets. Mais évidemment, c'est vraiment extrêmement intéressant pour nous. Nos équipes d'enseignants, puis on va donner crédit à ces personnes-là, nos équipes pédagogiques, conseillères pédagogiques et équipes enseignantes, ont eu la vision de développer ces programmes d'études-là, ont vu la vision en de voir émerger ces professions, des professions qui sont du futur, de pouvoir réfléchir aux compétences requises pour justement faire partie de cette transformation-là numérique, technologique. Écoutez, d'avoir un discours qui est aussi concordant, celui de M. Moore et celui de nos équipes enseignantes, écoutez, moi, je suis évidemment enchanté, j'applaudis. Je vais écouter M. Moore avec beaucoup d'intérêt et d'attention et j'espère que vous êtes possiblement étudiant, étudiante, enseignant, enseignante, ou peut-être vous envisagez une carrière dans ce domaine d'avenir-là. Écoutez, je suis certain que vous allez aussi apprendre énormément. Et à la fin, évidemment, il y aura une période de questions. Donc, je suis aussi curieux de vous entendre réagir, de vous entendre compléter, bonifier et poser des questions à M. Moore. Ce sera effectivement une partie certainement fort intéressante de la conférence de cet avant-midi. Donc, merci encore, M. Moore. Très content de faire votre connaissance ce matin. Merci, Mathieu. Merci. Et, je ne prends pas plus de votre temps. Merci. All right. Vous m'entendez bien? Oui, good. Merci tout le monde ce matin de me recevoir à cette conférence-là. C'est super le fun de pouvoir prendre le temps un petit peu avec vous et vous expliquer un peu l'IoT, une industrie en pleine croissance. Je vais juste partager mon écran pour commencer. Ça ne sera pas long. Je vais partager celle-là. Share. Puis normalement, vous devriez voir ma présentation si je ne me trompe. Good. Donc, l'IoT, une industrie en pleine croissance. On va faire un petit tour de roue justement de cette industrie-là qui se développe encore aujourd'hui. Ça reste quand même une industrie qui est encore jeune. Il y a plein de nouveautés sur une base assez récurrente dans ce domaine-là. Donc, on va faire une petite introduction juste pour peut-être vous présenter. Là, vous savez, vous avez entendu que je suis fondateur, oui, président chez Vouban. Qu'est-ce qu'on fait chez Vouban? On est vraiment une compagnie en innovation. Donc, notre but, c'est d'aider nos entreprises du Québec à innover et à pousser un petit peu plus loin dans tout ce qu'ils font pour être meilleurs et être plus compétitifs. Donc,
On a un grand volet stratégie. Puis là-dedans, on va souvent accompagner les clients dans leurs idéations sur qu'est-ce qu'ils devraient mettre en place, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place en fonction de leur modèle d'affaires, en fonction de leurs produits. On a aussi tout ce qui est le développement web et mobile qu'on n'a comme pas le choix d'avoir, on s'entend. Dans ces applications-là, il y a toujours un volet mobile qui va être avec ça. Après ça, il y a le volet, tout ce qui est, on appelle gestion des données, là, mais tout le volet capture de la donnée, traitement de la donnée, des dashboards au BI, pour finalement finir avec l'intelligence artificielle qui va très souvent de pair avec l'Internet des objets, parce que souvent l'Internet des objets devient un gros producteur de données. Puis, je vais vous donner quelques exemples de certains clients qu'on a fait, puis de voir la quantité de sensors qu'on peut mettre des fois sur certaines machines, puis qu'est-ce qu'on peut aller faire avec ça. Donc, c'est ce qu'on fait chez Vauban. L'IoT, vous avez sûrement déjà chez vous peut-être votre frigidaire qui a commencé à être connecté, votre laveuse. On voit que c'est des premiers balbutiements, ce n'est pas toujours parfait. Il y a plein de petits appareils. Vous avez sûrement un Alexa, un Google Home. Donc, ça aussi, c'est des objets qu'on peut appeler des objets connectés. Présentement, là, on se parle, il y a 127 appareils qui sont connectés à Internet à chaque seconde. 127 nouveaux appareils. Donc, que ce soit un bracelet, que ce soit. Nommez-le, ça peut même être dans le monde manufacturier. Souvent, on oublie, là, on est souvent dans le monde consommateur, consumer, mais dans le monde manufacturier aussi, ils ont beaucoup de IoT qu'on ne voit pas. Donc, il y a 127 appareils qui se connectent à chaque seconde. Donc, imaginez dans le monde à quelle vitesse ça va. Donc, il y a de plus en plus de données qui se créent. Puis là, vous comprenez un peu la vague qui se crée aussi. Là. Beaucoup de données, dit le cloud, dit ingestion de ces données-là, traitement de cette donnée-là. Puis une fois qu'on l'a, ben oui, c'est beau, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois qu'on l'a? Là? On peut faire des beaux dashboards, c'est le fun. Il y a quelques fonctionnalités qui sont intéressantes, mais souvent, ce qu'on va vouloir aller chercher, c'est vraiment le next step, puis on va vouloir se rendre à l'intelligence artificielle. Puis il y a un estimé là, selon Business Insiders qui dit qu'il va y avoir 125 millions d'objets connectés d'ici 2030. On parle d'une dizaine d'années en avant de nous autres, à peu près, là, même pas 9 ans, là, pour 125 milliards. Je ne sais pas si vous le faites dans votre tête, le chiffre, là, 125 milliards. On est 8 milliards de personnes sur la planète. Fait qu'il y a probablement 13-14 fois plus d'appareils connectés que d'humains sur la planète. Donc, ça va être relativement fou. Puis vous le voyez partout. Là. Moi, chez nous, j'ai même pour notre thermopompe, là, un petit appareil connecté qui a contrôle à distance. Je pourrais ce matin partir ma thermopompe pour mettre du chauffage ou mettre de l'air climatisé. Dans tous les petits aspects de la vie, ça s'en vient. Les portes de garage connectées, ça s'en vient. Les door locks connectés, ça s'en vient. Vous allez l'avoir partout dans votre quotidien. Il y en a qui sont encore au stade gadget. Il y en a d'autres qui sont vraiment plus pertinents à avoir. Puis c'est ça le défi, je dirais, avec l'IoT, c'est de trouver le bon produit qui a une valeur. Parce que des fois, ça devient juste une gogosse puis on l'oublie. C'est de trouver un produit qui a une bonne valeur. On est beaucoup dans l'Internet des objets. On va s'en aller de plus en plus vers l'Internet of Everything. Là. Tout va devenir connecté partout. Mon four à la maison, il est connecté sur le Wi-Fi, puis on peut aller télécharger des recettes dessus. Mais ça, c'est un premier exemple. C'est pas super fonctionnel encore. Je préfère prendre mon iPad puis y aller, mais à terme, quand ça va être bien fait, je vais pouvoir prendre ça sur mon iPad, l'envoyer sur mon four. Ça va tout programmer le temps de cuisson, la température, puis tout va être parfait puis avec les bons modes de cuisson. Fait que ça s'en vient, c'est en développement. On n'a pas parlé, mais le 5G va être un gros joueur. Je ne sais pas si vous y touchez un petit peu là, au collège. Le 5G va être un énorme joueur pour tout ce qui est IoT. Puis la raison pourquoi, c'est c'est super rapide. 2, c'est la latence qui est tellement faible qu'il va ouvrir des nouvelles façons de faire qu'on n'avait pas avant. Par exemple, un drone qui survole une zone X. Présentement, si on veut y faire rouler un modèle d'intelligence artificielle dans le drone, ça prend beaucoup trop de batterie, puis le drone ne sera pas capable de voler de façon autonome très longtemps, donc ce n'est pas fonctionnel. Par contre, avec le 5G puis le throughput que ça peut donner, on est capable de prendre le drone, d'envoyer la donnée dans le cloud, de faire l'inférence dans le cloud, puis de retourner ça au drone pour que ça réagisse assez rapidement. Fait que ça va ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles façons de faire. Fait que tout ce qui est IoT, là, puis computing on the edge, là, ça va s'en venir de plus en plus fort. Vous l'avez peut-être vu, tout ce qui est intelligence artificielle, on essaye de l'amener le plus possible on the edge de plus en plus pour pas justement, pour que ce soit
tout de suite au point où la donnée est capturée par l'IoT. Donc, il y a beaucoup de caméras comme les Jetson où on va rouler des modèles à même ces caméras-là. Donc, il y a beaucoup de edge computing qui s'en vient aussi, puis vous allez sûrement toucher à ça là, au niveau IoT, puis c'est super le fun. Puis j'ai un exemple tantôt d'un client qu'on a fait ça, puis que je vais vous le présenter un petit peu qu'est-ce qu'on a fait en edge computing sur ce IoT-là. Donc, le 5G, gardez ça en tête, ça va être quelque chose qui va être super important, puis ça va connecter vraiment tout. Ça va être une grosse révolution quand ça va arriver. C'est pas comme le 3G, le 4G, c'était pas si pire. Là. La latence est quand même grande. Quand on va arriver au 5G, puis ça va être déployé partout, ben là, la vitesse puis la latence va nous aider énormément. Je prends un petit peu de temps pour dire de l'IoT, il y en a partout, puis à des places qu'on ne pense pas des fois. On a un client présentement avec qui on travaille, ils font des lits d'hôpitaux. Là, tu te dis, ben voyons, un lit d'hôpital, pourquoi je mettrais ça connecté à un lit d'hôpital? Ça n'a comme pas rapport. Mais quand tu y réfléchis, puis tu te prends un step back, tu te dis, ben, si je mets mon lit connecté, je suis capable de savoir s'il y a une personne dedans. Je suis capable de savoir si je mets un bon matelas avec des bons sensors, je suis capable de savoir la position du patient. Je suis capable de savoir est-ce que ce patient-là est à risque de tomber par terre. Je suis capable d'avoir sa température corporelle. Je suis capable d'avoir s'il y a un inconfort. Donc, s'il bouge de façon régulière, probablement qu'il y a un inconfort, il y a une blessure. Si quelqu'un n'a pas bougé depuis 8 heures, c'est dangereux pour les plaies de lit. Puis ça, c'est juste une petite série de sensors. Fait que vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez aller chercher sur votre lit. Après ça, on parle, votre lit est où dans l'hôpital? De géolocaliser votre lit dans l'hôpital. Fait que votre lit, aussi gros soit-il comme appareil IoT, devient un appareil connecté qu'on n'aurait jamais pensé avant. Fait que ça naît des clés, même chose, des clés pour les hôtels, c'est des choses qui s'en viennent, des clés intelligentes qui vont pouvoir être même passées, désactivées à distance. Ça s'en vient, c'est là aussi. Les moniteurs pour bébés, ceux qui ont des enfants, vous avez sûrement déjà vu ça, là, votre moniteur. Avant ça passait sur des ondes RF, HF, dans la maison, ça marchait à moitié, ça grichait, puis là, tu dis, ah, y a-tu de quoi? Aujourd'hui, son Wi-Fi, son HD, des fois, vous voyez ça super clair, vous l'avez sur votre téléphone, vous pouvez être au bureau puis voir si votre enfant dort à la maison parce que votre blonde est là. Fait que ça, c'est des petits exemples qui facilitent la vie au quotidien. Tranquillement pas vite, en biomédecine, donc des petites pilules dotées de certains capteurs que vous allez être capable de suivre puis de voir sans passer par tout ce qui est les full body scans là-dedans. Les bracelets connectés, vous avez sûrement déjà vu ça aussi. Vous avez sûrement peut-être travaillé avec ça. Donc, il y a plein d'endroits qui... En fait, partout où vous voyez des objets qui étaient anodins avant, il y a des chances que sa version connectée ait une valeur. C'est sûr qu'un toaster, on s'entend, pas sûr que je vais connecter mon toaster, ça va avoir une grosse valeur ajoutée. Je vais être obligé d'aller mettre mes toasts pareil. Par contre, exemple, une machine à café. Moi, la machine à café chez nous, puis c'est totalement useless. Là. Mais elle est Wi-Fi, puis elle a une application mobile. Fait que je peux aller dans la machine à café. Fait que là, je peux configurer tous mes pitons dessus pour dire quelle sorte de café, la force, la quantité de grains, la quantité d'eau, la température de l'eau. Fait que ça, c'est le fun pour configurer, mais je pourrais le faire sur la machine. Puis tu as une option pour commander ton café. Mais on s'entend que si je n'ai pas mis la tasse en dessous, ça ne sert absolument à rien. Le café va couler à terre, puis ça ne sert à rien. Il y a une couple d'appareils qui essayent de se connecter. Fait que c'est de choisir vraiment les bons use cases. Je pense que c'est ça qui va être super important avec les années, là, d'avoir les bons use cases. IoT, au service de l'AI, je vais vous présenter une couple de use cases qu'on a fait. Puis je vais vous montrer un peu comment tout ça blende ensemble. Puis l'IoT souvent devient un moyen, dans le monde plus manufacturier, va devenir un moyen pour aller faire, pour automatiser certains processus. Donc, si je passe au prochain. Patate Dolbec, c'est le plus gros producteur de patates dans l'Est du Canada. Donc, ce qu'ils font, c'est... Ben, eux autres sont intégrés verticalement, là, ils cultivent les patates, ils les traitent, ils les mettent dans un sac, ils les shippent à tous leurs clients. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un jardin, vous avez déjà eu des patates. Quand vous regardez les patates, il y a plein de choses sur les patates. Ça peut être des blessures parce que quand ils l'ont récoltée, elle a été coupée. Il y a 27 maladies différentes de patates. Là. Sans vous les expliquer, il y en a 27 différentes. Il y en a qui sont dangereuses, il y en a qui sont moins dangereuses. Puis il y a, je ne me rappelle pas combien de variétés de patates, là, mais il doit y avoir 15-20 variétés de patates avec lesquelles les autres ils travaillent. Donc tout ça mis en ligne de compte. Ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu à même leur machine trieuse, là, que là, on ne le voit pas dans l'ensemble, mais ils ont une machine trieuse qui, vous voyez les lanes de patates là, qui sont là, qui sert à trier est-ce que la patate est bonne ou pas bonne. Fait qu'on est venu
rendre cette machine-là intelligente. Anciennement, c'était juste de la vision pure, puis il regardait s'il y avait une tache noire, par exemple, puis s'il voyait une tache, la patate n'était pas bonne. Ceci étant dit, là, ce qu'on a fait, on a dit, OK, parfait, on va aller un niveau plus loin, on va détecter c'est quelles maladies de patate, puis on va les classer dans les bons bacs. Fait que là, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu rendre la machine intelligente, on est venu mettre des caméras qui sont HD à l'intérieur même de la machine. Ça a été connecté avec Amazon IoT Core. Fait qu'on envoie les données qu'on récolte à ce moment-là, donc les informations qu'on a sur la patate puis sur la caméra. On envoie aussi la photo. Tout ça est streamé. On le reçoit, on le store dans le cloud pour un entraînement futur. Donc, une fois qu'on a eu assez de données sur un paquet de variétés puis tout ça, là, on peut jouer, nous autres, avec nos sliders et dire quelle quantité de patates on veut capturer puis envoyer dans le cloud pour faire de l'entraînement en continu. Donc, une fois qu'on a fait l'entraînement principal, ben là, on est allé prendre, vous voyez la caméra à gauche, qui est comme un équivalent d'une Jetson, plus industriel un petit peu. Puis, on est venu mettre notre modèle d'intelligence artificielle à même la machine. Donc, aujourd'hui, puis là, on est venu se connecter à la machine directement. Donc, aujourd'hui, on contrôle les flaps de la machine pour trier les patates automatiquement. Tout ça à partir de la caméra. Puis, en plus, les caméras qui sont là continuent d'envoyer des données dans le cloud pour de l'entraînement en continu pour continuer de s'améliorer avec le temps. Fait que ça, c'est un exemple. Fait vous voyez là, on avait 1000 photos par minute, 16 heures par jour qui rentraient. Fait que ça, c'est un exemple de, c'est un IoT qui génère autant de données que ça. Fait en 3 semaines, on avait 150 gigs d'images qui avaient été envoyées dans le cloud pour faire notre entraînement. Fait que ces IoT-là demandent énormément de bandes passantes, dépendamment de si c'est visuel. Mais il y a beaucoup de trafic qui va arriver de l'IoT dans les prochaines années. Fait que ça, soyons-en conscients. Il y a de plus en plus d'industries qui s'en vont vers là. Et le but, c'est qu'on n'envoie pas toutes maintenant. Une fois que c'est entraîné, on envoie juste le online learning, donc ça réduit un petit peu sa taille. Puis tout ça est contrôlable à distance, là, nous autres, si on a besoin d'y aller. Deuxième cas, c'est une machine Labplace qui est un de nos clients à Montréal. Ils font des sacs stériles. C'est un manufacturier, ils ont leur propre machine. Donc, ce qu'on est venu faire, on est venu mettre. Il y avait déjà des capteurs sur la machine, on en a fait rajouter. Fait qu'au total, on a 38 différents capteurs sur la machine qui prend des lectures à toutes les secondes, même plus que des secondes, là, à toutes les X centièmes de seconde. Puis ce que ça fait, c'est qu'on a à peu près une cinquantaine de variables parce qu'on en a mis aussi des variables ambiantes. Donc, on a des objets, on a des thermomètres, on a des détecteurs d'humidité dans la bâtisse parce qu'en se promenant, là, on est plus dans le spectre de l'AI, mais en se promenant et en parlant avec les gens, on disait quand vos sacs sortent et ils ne sont pas bons puis ils éclatent pas à la bonne place, le scellage n'est pas fait comme il faut, dites-nous, c'est quoi qu'il y a dans le shop qui fait que ça arrive. Fait que là, les vieux sont là des fois, ouais, quand c'est humide dehors, souvent on a de la misère avec nos sacs. OK, parfait, on va mettre un capteur d'humidité là. Puis on va le connecter avec notre machine. Ah, quand il fait bien chaud, là, souvent les sacs ils percent. Bon, OK, parfait, on va mettre de quoi là-dessus. Fait que c'est de vraiment poser les bonnes questions pour savoir quel bon capteur mettre en place. Puis, c'est que ça, c'est juste une machine. Il y en a 14, je pense, au total. Fait que vous voyez, pour une machine, on a à peu près 50 variables qui rentrent en continu sur laquelle on a bâti un modèle d'AI pour l'entraîner, pour venir prédire est-ce que le sac que je suis en train de produire va être pas bon au final. Parce que les autres, tu ne peux pas faire d'inspection non-destructive. Là, tout est destructif. Fait que si tu prends le sac, présentement, c'est à tous les 100 sacs, je pense qu'il en prenne un, il l'éclate. S'il éclate, ça veut dire que toute la batch avant n'est pas bonne. Fait que là, il faut qu'il pète tout jusqu'à temps qu'il pogne celui-là qui ne pète pas. Fait que c'est super time-consuming pour tout le monde qui est sur la chaîne de production. C'est une job qui n'est pas vraiment le fun non plus, on va se le dire. D'attendre, prendre 100 sacs puis mettre ça dans un éclateur, c'est pas vraiment le fun. Donc, en faisant ça, ce qu'on est venu voir, c'est de trouver les bons patterns à partir de ce que l'IoT nous donnait pour être capable, ces sensors-là nous donnaient, pour être capable de traiter cette information-là. Puis en plus, en continu, tout ça est streamé dans AWS IoT Core aussi. Puis il y a des dashboards en continu qui permettent de voir la performance des machines, les temps d'arrêt, puis tout ça qui sont automatiquement calculés en fonction de ces sensors-là qui sont connectés. Donc, les machines sont connectées en tout temps. Un autre exemple que je peux vous donner de IoT/télémétrie, QSL, qui est aussi un de nos clients, là, ils détiennent 40 ports en Amérique du Nord. Donc, ça part des maritimes au nord du Québec, ça va jusqu'au Grand Lac, puis même jusqu'au Texas maintenant. Ils ont acheté des ports jusqu'au Texas. Ils ont 600 véhicules lourds avec lesquels ils travaillent dans leur port pour déplacer la marchandise. Puis tous ces appareils-là, on est venu les connecter. Donc, ils sont interfacés avec l'ordinateur de la machinerie lourde. Puis on capte les données. Donc, la force d'accélération, la force de freinage,
la force à laquelle il tourne. Est-ce que le moteur tourne puis le véhicule est à l'arrêt? Donc, tout ça pour les économies d'essence puis tout ça. Fait que ça, ces véhicules-là envoient de la donnée en continu parce qu'eux, dans leur port, ils ont toutes les bornes Wi-Fi nécessaires partout pour couvrir le site. Fait que ces bornes-là envoient la donnée en continu. Fait qu'ils peuvent voir live l'ensemble de leurs équipements rouler. Sont-ils arrêtés? Qu'est-ce qui se passe? S'il y a des alertes, par exemple, une forgée de plus que de temps, ben, ils peuvent tout de suite envoyer quelqu'un. Ça envoie des textos lors de ces alertes-là. Fait que tout ça devient en sorte que, c'est plus sécuritaire parce que s'il y a des accidents, ils sont capables d'être avertis automatiquement sur les téléphones. De deux, ça a des grosses économies d'énergie parce que souvent, les gens, on va se le dire, l'hiver, le loader, ils le laissent marcher pour que quand ils vont rembarquer dedans, ils vont être chauds, même s'ils sont allés manger pendant une demi-heure. Mais c'est une demi-heure de fuel qui a été brûlé dans le vide. Fait que maintenant, ils sont capables de le savoir à distance, ils sont capables de couper le moteur puis d'arrêter la machine à distance. Fait que c'est un autre exemple. Fait que là, votre IoT devient une pelle mécanique qui n'est plus juste une petite affaire que vous avez programmée. Oui, au final, c'est le petit bidule qu'on est venu connecter dedans, mais l'IoT en tant que tel devient le véhicule lourd au complet. Donc, puis tout ça, même on voyait là, tous les dépassements de limites de vitesse, les freinages brusques, parce qu'eux, dans le port, ils ont des vitesses maximales. Ils sont tous capables de faire ça, savoir c'est qui conduisait, puis d'avoir des analyses plus complètes. Vous voyez, souvent, l'IoT sert à d'autres escients, qui n'est pas juste la machine elle-même ou le contrôle de la machine elle-même. Puis, c'est ça qui est super intéressant dans ce qu'on fait. Là. Donc, je suis allé un peu vite ce matin. Ça fait pas mal, je te dirais, le tour de ce que je voulais présenter, mais je suis quand même disponible pour un paquet de questions. Là, c'est qu'on en fait tellement que des fois, on se dit, on présente dessus genre 50 cas, ça vaut-tu la peine? Ou je dis, on va y aller à l'oreille, puis on regardera après ça comment ça va aller. Moi, c'est sûr, j'adorerais voir d'autres cas, surtout l'application industrielle. Okay. Mettons, je peux donner dans l'industrie, un autre exemple que j'ai, par exemple, tout ce qui est industrie vont souvent être très forts sur ce qui est vision. Donc, beaucoup caméra connectée. Un exemple, dans le domaine du textile, où ils font des verges et des verges et des verges de tissu au niveau manufacturier. Ça va être quelque chose qui va être l'analyse du tissu, c'est fait par des humains. Donc, partout où les humains peuvent être remplacés par un capteur puis une intelligence artificielle, souvent, ça va de pair ensemble. Donc, dans ce cas-là, c'est une usine de textile qui produit des verges et des verges de tissu. Quand tu regardes ça, c'est quelqu'un qui est en avant et qui regarde. À la place, ça a été remplacé par, justement, des caméras, puis caméras hyperspectrales pour être sûr qu'on capte tout puis qu'on est capable de voir ça. Un autre exemple que je peux donner dans le monde industriel, mettons, là, détection, un client qu'on vient de commencer, là, qui est la détection de fuite dans les pipelines, mais à partir de vols d'avion. Présentement, il y a des lois qui obligent les entreprises pétrolières à voler là, au-dessus de leur pipeline pour 3-4 choses. Savoir, s'il y a des pelles mécaniques qui sont par-dessus leur pipeline, s'il y a des tracteurs, s'il y a des vaches mortes. Il y a un paquet de critères à regarder. Puis deux, essayer de voir s'il n'y a pas des fuites à l'œil. Puis là, présentement, le process est relativement simple. C'est quelqu'un dans un avion qui vole puis qui regarde par la fenêtre. Puis s'il trouve quelque chose, il le marque sur sa feuille. Fait que c'est aussi bête et méchant que ça. Fait que le but, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont deux affaires. Là, c'est qu'il y a un laser mauve qui a été mis en dessous de l'avion pour détecter les signatures de benzène. Puis en plus, il y a plusieurs caméras qui ont été mises pour être capable d'analyser, puis un leader en même temps, là, pour être capable d'analyser l'ensemble du terrain. Là, le but, c'est de mettre un AI qui va faire la job du pilote qui regarde par en bas. Fait que ça va être dur, ça va être dur de ne pas être meilleur que ce qu'il faisait présentement. Ça va être carrément un autre exemple que vous allez avoir dans ce domaine-là. Dans le domaine industriel, j'essaie de voir d'autres use cases. Là. On essaie de présenter un use case de chaque. Ouais, c'est ça. Il y a souvent deux volets. C'est soit des machines qui ont des sensors bien précis, puis que vous êtes capable d'aller chercher de l'info, ou c'est du visuel. Puis je te dirais que probablement 80% dans l'industriel, c'est du visuel. Dans le manufacturier, ça va être du visuel qui sert beaucoup. Dans l'industriel, il va y avoir beaucoup de télémétrie, mais ça, il y a quand même des boîtiers qui existent, il y a des choses qui existent, il y a des compagnies qui existent qui se spécialisent là-dedans. Fait qu'ils ne développent pas toujours le boîtier à chaque fois d'un point de vue IoT. Là. Ils vont intégrer un petit peu le boîtier. Là. Fait qu'il y a beaucoup de
moi, je dirais. Il y a beaucoup d'IoT aujourd'hui qui existent, puis de compagnies qui existent, puis qu'on est capable d'utiliser pour livrer des services end-to-end à partir du capteur. C'est plus rare qu'on va développer notre propre capteur, je te dirais, aujourd'hui. Ça arrive dans certains cas. On avait un cas avec les villes intelligentes pour détecter certains piétons, les intempéries. Il y avait des choses qui étaient de façon plus ruggedized, je ne sais pas comment dire en français, plus. Je n'ai pas le terme, là, mais plus industriel, plus solide, là, pour pas que ça, avec l'hiver, puis la neige, la slotch. Fait que là, ça prenait un IoT qui était développé spécialement pour eux autres. On ne pouvait pas prendre rien de commercial. Souvent, on en a un autre client, peut-être industriel, que je pourrais parler, où il y a encore du ruggedized custom là-dedans. Là, ils font de la RIP pour les animaux. Donc, ils prennent des résidus de moulin à scie. Puis à partir de ça, ils font de l'ensachage de RIP puis de la RIP à partir de ça. C'est une grosse machine, c'est un gros robot qui est fait par Premier Tech, puis dessus, ça tourne, puis là, il faut qu'il lâche exactement la bonne quantité de matériel. Puis après ça, il faut qu'il évalue. Puis pour lâcher la bonne quantité de matériel, ben, c'est jamais pareil. L'humidité n'est jamais pareil. L'essence de bois n'est pas la même. La température extérieure n'est pas la même. Fait que le taux de compaction n'est pas le même non plus. Fait que des fois, il en lâche une quantité X, mais c'est un nombre de secondes. Il roule la chute, ça tombe pendant 6 secondes. Mais si pendant ces 6 secondes-là, c'était très humide, le matériel était mouillé, bien, la poche va être beaucoup plus pesante que si tout est sec, il fait beau, puis tout est fluffy. Bien là, ils vont mettre ça, puis le sac va être trop petit, puis là, ils vont avoir des problèmes de production. Donc, le but là-dedans, c'est vraiment d'aller mettre des caméras, dans notre cas, puis des sensors d'humidité, de température, puis des caméras qui sont ruggedized sur la vis sans fin qui alimente ça pour être capable de savoir c'est quoi la nature du matériel avant. Puis au final, c'est d'entraîner un algo d'AI qui va être capable de dire, ben OK, là, avec ce qu'on voit comme variable, il va falloir que tu tournes ta vis pendant 6,7 secondes au lieu de la tourner pendant 7,2 secondes, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Hein? Oui, merci. Moi, j'aurais une petite question pour vous. Oui. Premièrement, je me présente, Michel Boulay, étudiant au Collège de Bois-de-Boulogne, le doyen de la IoT. Et écoutez, je voulais vous féliciter. C'est très intéressant. Vous avez été rapide, mais vous avez fait le tour de ce que votre entreprise fait. Mais un volet que vous n'avez pas abordé, c'est la sécurité par rapport à votre système de gestion de base de données et tout ça. Puis j'aurais un deuxième volet au niveau de la sécurité, là, mais j'aimerais ça avoir votre opinion, comment finalement vous gérez, parce que c'est un aspect hyper important, là, la sécurité. Oui, bien, tout ce qui est base de données, va être. Souvent, nous autres, on travaille majoritairement avec les grands cloud providers. Là. OK. Donc, que ce soit Amazon, Microsoft ou Google. Puis toutes les plateformes d'ingestion, ou peut-être avec un Kafka dans certains cas particuliers, là. Mais les plateformes d'ingestion, on va souvent les faire avec ces compagnies-là. Donc, vous ne faites pas votre développement sur place, si je comprends bien. Là. Ça fait que vous êtes comme sous-contractant par rapport à. Non, mais on le fait, c'est juste que le service, si tu prends exemple le service Amazon qui s'appelle Amazon IoT Core, ouais. En dessous, ce que ça cache, ça va être un Kafka, puis ça va être un paquet d'affaires. Puis par défaut, c'est que faut que tu le paramètres, il faut que tu le configures, mais par défaut, ils viennent sécuriser avec leur propre stack. Mais il faut que tu viennes tout configurer ça puis programmer ce que tu as besoin d'envoyer au final. Il y a certains cas où les clients ne veulent pas être cloud, puis ça arrive, là, où on va faire nos propres clusters de notre côté, puis on va suivre justement toutes les bonnes pratiques pour y arriver. C'est sûr que oui, c'est super important, puis ton protocole de transmission entre ton IoT puis ton Parce que j'ai fait le tour un peu de votre page web, que d'ailleurs, j'ai trouvé très intéressante, très high-tech avec tout ce parallélisme qu'il y a sur la page. Là. Mais vous n'avez pas le volet sécurité, ce que j'ai remarqué. On n'a pas rien qui rassure le client par rapport justement aux données et au traitement qui va être fait de ce projet-là. Là. On voit que c'est des projets clés en main. Oui, c'est de facto dedans, mais on ne l'a pas mis. C'est un choix marketing là, rendu là au final. Là, parce que tu as deux choix quand tu fais un site web, c'est soit tu le fais pour les gens techniques, soit tu le fais pour les acheteurs. Fait que, rendu là, on a toujours la chance d'amener nos experts, puis quand on est rendu à parler de ce niveau de détail-là, on amène nos experts, puis on leur explique comment ça va. Parce que ça m'amène justement au deuxième volet. Le deuxième volet, c'est plus par rapport la IA que vous développez, puis qu'est-ce que vous pensez du plateforme no-code avec le IoT?
C'est la tendance, là, présentement. Il y a beaucoup de choses qui bougent sur le marché là, par rapport à ça. Oui, bien, tu sais, nous autres, on est une firme, de développement custom. Fait qu'à la base, on croit quand même au custom, mais c'est vrai qu'il y a des use cases qui se prêtent bien à du no-code. Puis du côté AI, on va appeler ça du auto-ML. Dans le sens où l'AI va apprendre par elle-même, puis elle va faire, tu n'as pas besoin de... C'est parce qu'il y a de plus en plus de petites compagnies qui se spécialisent justement pour faire du custom, mais avec du no-code comme base. Oui, bien, ça va être là, parce qu'on ne recode pas toujours tout, parce qu'au final, le client a toujours sa capacité de payer. Là. Quand vous allez arriver et dire, vous voulez coder tout à partir de zéro, le client va dire, ben, je ne paierai pas pour ça là, si l'autre peut m'amener à 80% rapidement, puis faire le dernier 20% en codant. Ben, ils vont souvent aller de ce côté-là. Là. Fait que c'est de faire attention. Il y a certains use cases que vous allez faire, oui, toute la stack, mais je te dirais, ce n'est pas la majorité que vous allez faire. Fait que vous allez programmer probablement votre firmware sur votre IoT, puis toutes ces affaires-là, ça, vous allez le faire parce que ça va être propre à ce que votre IoT fait. Après ça, l'envoi de données, vous allez respecter vos protocoles standards. Puis une fois que c'est là, si vous êtes sur des protocoles standards, bien là, vous pouvez aller sur des plateformes, ce que vous appelez no-code, là, mais il faut quand même que tu le configures, que tu le paramètres, que tu fasses ton architecture, mettons, dans Azure ou dans AWS. Oui, que la donnée s'en aille, puis qu'elle se store dans BD. Mais une fois qu'elle est là, c'est pas la fin. Là, il faut que tu fasses un système par-dessus. Oups, vous êtes coupé. Je ne vous entends plus. Votre microphone? Non? Oui, effectivement, il faudrait juste rouvrir votre microphone. Oh, ou je l'ai complètement. Bon, je ne sais pas. Voilà. Ben là, je ne sais pas. Moi j'avais plus le son. Là. M'entendez-vous? Oui, là, je vous entends. Excusez. OK, excusez. Je n'ai pas entendu la dernière phrase. Vive la technologie, hein? Oui, non, ce que je disais, c'est ça. Donc, il faut faire de quoi avec cette donnée-là au final, mais c'est peut-être pas toujours IoT-ish, mais cette donnée-là, l'IoT est souvent au service de processus qui sont un petit peu plus grands. Je ne connais pas IoT-ish. C'est quoi ça? Ish, ça veut dire approximatif. Là. Fait, OK. Ce que je veux dire, il y a des standards qui vont se développer de plus en plus dans l'IoT, comme justement les protocoles, les communications, comment tu traites cette donnée-là. C'est beaucoup de volume. Vous avez vu la quantité de données que ça génère. Fait que si on ne veut pas toujours recoder tout de zéro, il y a des gros projets open source qui font le heavy lifting. C'est ça. On appelle le heavy lifting. Mais les cloud providers, là, les Amazon, Google, Microsoft, ce qu'ils font en arrière, là, ils ne font rien de magique. Là. Ils prennent ce projet-là open source, ils s'assurent qu'il est scalable de façon que tu peux le faire grandir de façon avec un slider que peu importe la performance que tu vas demander, tu vas l'avoir. Puis ils appellent ça IoT Core puis Azure IoT Device, mais au final, c'est le même Kafka en arrière open source. Tu pourrais le faire toi-même, le configurer de zéro, l'installer, faire toutes tes configs, ou tu peux le faire en 8 clics, faire ta config. Mais tu n'iras pas coder un Kafka toi-même de rien pantoute. Là. Ça ne fait pas de sens pour le client non plus. Dépendamment de la taille de ton client, mais ça fait pas ça dépend de son besoin, finalement. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est rare. Tu vas avoir de la misère à battre Amazon sur ce qu'on appelle des commodités. Là. Une fois, ces systèmes-là deviennent des commodités. Là, tu ne veux pas développer ça. Tu veux développer où il y a de la valeur ajoutée. Puis la valeur ajoutée est où pour le client? Bien, l'appareil lui-même en est une. Après ça, l'échange d'informations, ça n'en est pas une. Là. Pour lui, il dit, je n'ai besoin de l'information, amène-moi là. Fait que, ça, il n'y a pas de valeur ajoutée. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais avec l'information? Bien là, ça devient pertinent. Fait que si tu as, comme je parlais tantôt, là, ma thermopompe qui est un objet connecté, bien, au final, oui, tu avais le firmware dans l'appareil. Le in-between, on s'en fout un peu, mais au final, il y avait aussi une application mobile à développer par-dessus ça pour tout contrôler ça, donner les stats, être capable d'avoir de l'AI et dire OK, vous partez à telle heure, on va baisser la température. Puis exactement, on commence à faire de la prédiction. C'est ça. Le développement va se faire souvent dans les deux extrémités. La plomberie dans le milieu, ils ne voudront pas payer pour que vous développiez ça de zéro. Ils vont dire utilisez ce qui existe. Puis ça devient il y a un peu de configuration, mais reste que ton développement se fait aux extrémités. Excellent. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Si d'autres personnes, c'est M. Delamarre qui. Simon, oui. Simon, oui, puis je vais t'appeler Kevin. Kevin, tu nous disais que tu étais fondateur, tu as l'esprit d'entrepreneur en toi.
Puis on parlait dans les derniers mois, la dernière année et demie, notamment avec Leila Azem qui est présente, qui est conseillère pédagogique, on parlait de l'entrepreneuriat technologique. Des gens qui veulent se partir en affaires et on pense que peut-être justement l'Internet des objets, les objets connectés, il y a peut-être des opportunités pour des entrepreneurs, effectivement, de développer des nouveaux modèles, développer des produits, peut-être s'associer avec des partenaires. Ma question, c'est si tu avais quelques conseils à donner à quelqu'un qui vise une carrière dans le domaine de l'IoT, mais vise une carrière à titre notamment d'entrepreneur, aurais-tu des conseils à leur donner? Ben, oui, la première étape que je dirais, c'est investissez-vous un 1500$ là, puis, ou 2000$, là, allez au CES à Las Vegas. Ils ont un salon au complet, mais c'est énorme, là, qui est sur tout ce qui est IoT puis startup level. Là. Mais vous allez voir tout ce qui se fait en IoT puis tout ce que les gens essayent. Là. Juste ça, ça va vous aider à peut-être pas faire la même affaire que les autres de un. Tu sais, les robinets connectés, là, ça existe. Là. Des valves sur des tuyaux connectés, ça existe. Pour détecter, soit couper ton eau à distance ou s'il détecte qu'il y a une fuite, il coupe l'eau de façon systématique dans la maison. Il y a plein de petits use cases. Ça, je pense que c'est un must à avoir au moins une fois dans votre vie si vous n'êtes jamais allé. Ça vaut vraiment la peine. C'est impressionnant. Quand je dis énorme, c'est énorme. On ne peut pas penser à quel point c'est gros, puis c'est juste de l'IoT et des choses comme ça. Deuxièmement, c'est pour trouver l'idée, là, je dirais, là, dans votre quotidien, des choses anodines dans votre quotidien, tu dis, ça, là, si je pourrais faire ça à distance, ou ça, je pourrais faire, si ça serait connecté, ça serait pratique. Là. Puis c'est souvent les meilleures idées là, qui est fondée sur quelque chose. Cherchez que ça n'existe pas avant de le faire, là. Mais si vous avez un besoin réel, puis vous n'êtes pas les seuls à avoir ce besoin-là pour un objet, ben il y a déjà une belle idée qui se cache là que vous devriez regarder. Après ça, c'est sûr que je tombe sur le volet plus entrepreneurial, il y a plusieurs façons de monter une business. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Là. Il y a la route, ce qu'on appelle les VC, les Venture Capitalists, que vous allez avoir, des Angel Investors, vous allez avoir ça beaucoup à Montréal, vous en avez un petit peu à Québec aussi. Les Real Venture, les Panache, ces genres de compagnies-là que vous avez peut-être vu passer dans le passé. Donc, vous allez proposer votre idée, un petit prototype, vous leur faites un pitch, vous leur faites des prévisions financières de comment vous voyez ça, c'est quoi votre marché. Il y a comme un petit peu un décorum autour de ça à se préparer avec un bon pitch deck puis d'être un bon vulgarisateur. Puis vous allez leur pitcher, vous dites j'ai besoin de 1 million de dollars pour faire telle affaire. Puis un peu comme les dragons à la télévision. Là. En fait, ça se fait le même principe, un peu plus poussé, mettons, je dirais. Là. Puis vous allez laisser une partie de votre actionnariat, c'est sûr, mais en même temps, vous allez avoir de l'argent. L'autre option, c'est de le faire, de continuer à manger du macaroni au fromage, puis d'essayer par vous-même, trouver un petit client qui vous paye un petit peu, puis là, vous êtes capable de manger du spaghetti avec sauce à la viande, puis vous continuez tranquillement pas vite. Mais c'est un chemin qui est souvent un petit peu plus long à prendre, mais au final, vous gardez la majorité de votre actionnariat là-dedans. Ah oui, c'est un choix payant. C'est ça, mais ça dépend de la vitesse. Tu sais, deux fois, là, c'est une question qui est philosophique. T'aimes-tu mieux avoir 100% d'une compagnie qui vaut 1 million de dollars ou tu vas avoir 5% d'une compagnie qui vaut 500 millions de dollars? Au final, 5% vaut 25 fois plus que l'autre, mais le parcours est différent. Oui. Fait que je te dirais, c'est ça. Fait que exposez-vous, regardez ce qui se fait, essayez de comprendre ce que les autres font parce que la planète est grande, il y en a du monde qui en font, puis c'est en pleine effervescence, l'IoT, fait que les gens essayent l'IoT sur tout. Comme je disais, ma machine à café, elle a ça, ça ne sert absolument à rien, mais ils l'essayent pareil. Fait que c'est de voir c'est quoi les. Quand il y a vraiment un besoin, puis quelque chose qui est pénible, que vous devez faire à la main, vous dites hey, ça serait le fun. Puis regardez si ça existe. Si ça existe, bien, regardez si vous pouvez faire mieux. L'autre volet, c'est ça. Là. Si vous êtes capable de les battre, bien, vous avez un bon angle d'attaque. Si vous n'êtes pas capable de faire mieux ou à peine mieux, bien, c'est peut-être pas la bonne place pour vous lancer. Merci beaucoup. Plaisir. Je ne vois pas d'autres mains levées. Je vais en glisser une deuxième. Toi, tu as réussi. Votre entreprise, Mouban, a grandi. Puis, vous embauchez du monde. C'est quoi les compétences, les profils qui sont les plus recherchés pour toi? J'ai vu que tu as des postes en Big Data, des postes en programmation, tu as des postes... mais c'est quoi les profils que tu recherches en termes de compétences techniques puis compétences autres aussi, là, compétences soft skills ou... Oui, on cherche. Human skills, c'est super important pour nous autres. Si je ne suis pas capable de passer une journée d'un bateau avec toi à la pêche, je ne t'engagerai pas de un.
C'est super important que tu fittes avec la gang. Notre esprit d'équipe est très important pour nous autres. Fait que c'est plus important que ta compétence. Donc, si tu es vraiment bon, mais que tu es un asshole, ben, tu passeras pas. Là. Fait qu'il y a quand même une couple de tests qu'on fait dans nos entrevues pour être sûr que les gens sont le fun, qu'on va être confortables et qu'ils vont bien fitter dans notre gang. Ça, c'est sûr. Côté, parce que les skills, ça s'apprend. Les skills, les compétences, ça s'apprend. Un savoir-être, c'est plus dur à apprendre un petit peu si tu l'as. Ça s'apprend parce que quand on est bébé, mais c'est plus dur à changer quand on est vieux, mettons, disons-le comme ça. Côté skills, ben, c'est sûr que tout ce qui est AI, on va aller beaucoup dans ce qui est très mathématique très avancé. Là. Puis il y a les maîtrises et les doctorats en AI de base, là, mais on va aussi s'étendre sur robotique, mathématiques, physique. Fait qu'on a une couple de doctorats en physique, des génies en physique, on a un docteur en astrophysique. Mais ils sont habitués de traiter des signaux. Puis c'est quoi les AI? C'est de traiter des signaux, puis des signaux, ben, des signaux. Puis l'IoT devient les signaux qu'on va traiter au final. Là. Donc, on a beaucoup de ça. On a des ingénieurs industriels aussi qui vont aller vraiment capturer le besoin là, parce que de la manière que ça fonctionne, votre IoT va s'intégrer à quelque part dans un processus client. C'est rare qu'on dise on fait un IoT pour faire un IoT. Là. Vous allez faire un IoT pour régler un problème. Puis ce problème-là va être sur la chaîne de montage, va être à quelque part dans le processus. Puis il va servir à automatiser une job, à automatiser plusieurs jobs, à enlever des travaux qui se faisaient manuellement. Donc, il y a un gros volet qu'on veut comprendre le processus d'affaires pour être capable de bien donner les spécifications au niveau IoT. Après ça, ben oui, on a tout ce qui est programmeur, que ce soit informatique industrielle ou informatique de gestion. On a les deux à cause des applications web, applications mobiles, plus tout le contrôle des machines, ces choses-là. Fait qu'on a ça. Côté IoT-wise, il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans. Là. D'autres, on ne fera pas directement le hardware ici. Quand on a besoin de le faire, on a des partenaires qui sont spécialisés là-dedans, avec qui on va aller vers eux autres pour dire, ben, tu peux-tu bâtir quelque chose qui fait ça, 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 puis voici les specs, on n'a pas trouvé. Puis eux autres, ils vont le monter vraiment plus d'un point de vue électronique, firmware, puis ils vont se rendre jusqu'où on a besoin, en fait. Good. Puis c'est peut-être là aussi, dans vos opportunités de carrière, perspectives de carrière, il y en a qui se spécialisent vraiment là-dedans. Si vous êtes plus sur le volet hardware, il y a des compagnies qui vont se spécialiser spécialement là-dedans. Si vous êtes plus sur le bigger picture de qu'est-ce que l'IoT va faire dans un processus plus large, ben là, c'est plus des compagnies, mettons, comme nous autres. Il y a quand même, je dirais, deux cheminements, plus l'entrepreneuriat, là, différents, dépendamment de qu'est-ce que vous préférez le plus dans l'IoT. Là. Super intéressant. Merci, Kevin. Moi, j'avais une petite question pour toi. Je reviendrai sur le contenu de ta présentation et je te remercie d'ailleurs pour la qualité de ta présentation. L'IoT, c'est hautement stratégique finalement parce que si l'IA n'a pas de données pour fonctionner, ben, elle ne peut pas fonctionner. Et puis, donc l'IoT vient bien avant. Qu'est-ce qu'on recherche, à part gagner plus d'argent ou faire plus d'économies, qu'est-ce qu'on recherche dans l'industrie quand on utilise l'IoT? Ben, c'est pas mal ça. Je te dirais. Les entreprises, à la base, ce qu'ils cherchent à faire, c'est qu'ils ont des pénuries de main-d'œuvre ou au final, si tu es capable de remplacer ça par une machine qui marche 24 heures sur 24 et qui ne se fatigue pas, ben, tu peux prendre soit cette personne-là et la mettre ailleurs dans ton entreprise où tu as une pénurie de main-d'œuvre puis la former. Puis au moins, tu gardes cette personne-là en emploi, mais en faisant d'autres tâches, puis en faisant des tâches à valeur ajoutée. C'est comme je l'ai montré tantôt, quelqu'un qui trie des patates à longueur de journée, puis parce qu'il n'y avait pas le choix de faire un processus manuel. Après, ce qu'on voyait, là, la machine n'était pas assez performante. Fait il y a quelqu'un qui est assis avec une chaise à longueur de journée trier des patates. Ben, aujourd'hui, cette personne-là n'aura plus besoin d'être là parce que les AI, on a des taux de performance de 92-95 %, puis ils se disent le 5 % qui reste, c'est good enough avec nous autres. L'humain se trompait déjà plus que ça. Là. Donc, au final, cette personne-là peut aller travailler ailleurs dans l'entreprise. Il y a beaucoup de réutilisation. Puis on ne se le cachera pas, là, la pyramide, on frappe un endroit dans la pyramide, dans le monde du marché du travail, où il y a plusieurs gens qui vont partir à la retraite, puis plusieurs entreprises qui ne se préparent pas aujourd'hui, que dans 5 à 10 ans, là, si tu n'es pas automatisé, ça va frapper fort. Là, parce que si tu dépends des bras et des capacités des gens, puis tu n'es pas automatisé, quand ces gens-là vont prendre leur retraite, ben, guess what, il va te manquer de monde, puis on ne fera pas assez d'immigration pour compenser ça. Là, puis ça, c'est un problème de société qu'on a, là. Mais les compagnies, il faut qu'ils se préparent à ça aussi.
Oui, et puis on l'a vu, ne serait-ce qu'avec le contexte que l'on connaît avec la Covid, hein, les entreprises qui se sont peut-être le mieux sorties, finalement, c'est celles qui sont majoritairement automatisées, puisque Exact. moins d'humains. Ben, il n'y a pas besoin d'avoir des gens pour produire à l'interne, là. C'est le concept qu'ils appellent les Lights Out Factory, là. Vous pourrez aller lire là-dessus, là, c'est des usines qui virent. Tu peux fermer les lumières, il n'y a personne dedans, puis ça vire tout seul, là. Ça, c'est le but à atteindre, là, souvent, là. En fait, c'est si tes machines sont capables de produire par elles-mêmes puis de s'auto-valider avec justement l'IoT et les AI, ben, rendu là, tu fais juste être à la fin, puis tes boîtes, tu scordes sur des palettes, puis tu as un chauffeur qui vient les prendre puis qui sort. Aujourd'hui, tout est là pour être capable d'automatiser quand même vraiment beaucoup de choses. C'est rare que tu arrives avec un processus et tu dis, je ne sais pas ce que je ferais ici. Là. Ça arrive, là, mais c'est quand même rare que tu n'es pas capable. Si tu es prêt à mettre l'argent, on s'entend? Et est-ce qu'il y a des industries qui sont plus en avance que d'autres sur l'IoT, comme la santé, par exemple? Santé, ouais, non, ça ne pas de temps en avance. Ben, ça dépend dans quel pays, on va se dire. Là, ça pourrait être un exemple d'IoT, j'ai dessus. Je l'ai ici. Là. Je vais vous montrer ça. On a un client, New York, qui lui, ce qu'ils ont fait, eux, c'est. Vous connaissez tous la mammographie, là. Vous avez déjà entendu parler si vous n'avez jamais eu une. Puis eux, ce qu'ils ont inventé, c'est cet appareil-là ici. Vous voyez, la grosseur de main, ça rentre dans ma main. Puis ce que ça fait, je ne sais pas si on voit, là, il y a à peu près 16 petits sensors avec qui envoient des courants piézoélectriques. Ça, ce que ça fait, c'est que vous le mettez sur le sein, puis vous scannez le sein au complet avec ça, puis ça recrée une image de l'intérieur du sein pour voir s'il y a des masses. Donc, ça en est un appareil qui est connecté, qui est Bluetooth, qui se connecte avec une tablette, là, une petite tablette qu'il y avait à part, qu'on a ici. Là. Il se connecte à ça. Quand tu fais ton scan, tu vois live sur ta tablette ce qui se passe. La tablette, elle emmagasine l'information en différé parce que ce client-là, à la base, leur mission, si tu veux, c'est d'augmenter le taux de détection de cancer du sein dans les pays en voie de développement, dont en Inde, entre autres. Puis il y a plein de villages qui n'ont pas d'Internet, qui n'ont rien. Puis il faut que ça fonctionne absolument déconnecté. Puis fait que là, tout ça roule sur la tablette, tes modèles, les choses que tu as à faire, tout est dans ta tablette. Mais une fois qu'il se synchronise, tout ça est envoyé dans le cloud. Puis là, il y a des statistiques au niveau du pays qui sont calculées au niveau des régions, à quelle place il y a un GPS, à quelle place le scan a été pris. C'est quoi le taux de femmes de tel âge dans telle région? OK, y a-t-il un facteur environnemental? Puis ça l'aide aussi le gouvernement à établir des politiques, puis à regarder, y a-t-il des problèmes qu'il faut régler? Là, parce que justement, il y a plus de cancer du sein chez les femmes de, je sais pas, 20 à 30 ans dans cette région-là. Fait que ça en est un bel petit exemple d'IoT en santé. Mais la santé, c'est souvent très long et très lourd, là, leur processus. Donc, c'est plus long. Tu vois, même chose pour les lits d'hôpitaux que j'ai parlé tantôt. Là. D'avoir les autorisations, d'avoir des réseaux Wi-Fi dans les hôpitaux, d'avoir des systèmes de localisation partout. Souvent, leur argent, ils ne vont pas la mettre là encore. Fait que la santé, c'est plus long. Le manufacturier au Québec est en retard, on ne se le cachera pas. Là. Il y a beaucoup de manufacturiers qui ne sont pas à jour dans tout ce qui est transformation numérique. Puis le gouvernement met beaucoup d'argent. Le gouvernement fédéral a mis en place les super clusters. Là, vous pourrez aller voir les super clusters canadiens, dont Scale AI, qui est la version québécoise de ça. C'est des milliards des milliards de dollars qui ont mis là-dedans pour aider les entreprises à faire des projets d'intelligence artificielle dans ce cas-là. Là. Même chose au Québec à plus petite échelle avec InvestAI. Ils ont plein de programmes manufacturiers innovants. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incentives pour que nos compagnies, je dirais, emboîtent le pas, mais c'est encore difficile. Là. Fait que là, on voit qu'avec la crise, il y en a plusieurs qui se réveillent, qui disent oh boy, on est peut-être en retard. Fait que si on vit une deuxième crise, on est un peu dans le trouble. Fait que ça s'en vient, mais je te dirais, règle générale, au Québec, on est un petit peu en retard sur ce qui se fait. On est allé, on avait un client qui était en Suisse. Là, on avait deux clients. On avait Zurich Insurance Group, qui est comme une des plus grosses compagnies d'assurance là-bas. Fait que ça, il n'y a pas d'IoT là-dedans. Mais on est allé visiter aussi l'usine de Rolex là-bas, qui font les montres. Mais c'est hyper automatisé là, dans ce qu'ils font. Là, il y a juste la petite dernière finition qu'ils font à la main pour dire qu'ils sont encore faits à la main. Là. Mais tout arrive sur des mini convoyeurs en avant de la personne pour le petit assemblage. Ça repart tout seul à la prochaine. Tout est fait de façon que ce soit super performant. On n'est peut-être pas encore là au Québec dans nos usines.
Mais il faut les sensibiliser puis il faut les aider là-dedans. Là. Si on ne veut pas perdre la compétition contre la Chine et autres pays, là, on s'entend? Oui, il y a des enjeux de compétition d'ailleurs. Exact. Merci beaucoup, Kevin. Je ne sais pas, je vais regarder s'il y a encore peut-être des questions avant de moi, ce serait peut-être au niveau, dans le fond, là, on parlait de justement la demande. Là. En ce moment, est-ce que vous sentez que ça augmente constamment puis que vous êtes débordé de clients ou c'est stable depuis un certain temps ou ça diminue? Non, nous autres, on est en croissance année après année depuis peut-être avoir nos 10 ans cette année. On est en croissance année après année. Ça dépend de chaque année. Chaque année a ses vecteurs de croissance. Ça, c'est, je dirais, depuis peut-être plus le marché en général, là, quand vous regardez, vous sentez que c'est en croissance? Ben, le marché en général, oui, là, tout ce qui est transformation numérique, on ne se le cachera pas. Là, comme je te dis, il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite par Investissement Québec, par tous les gros groupes. Il y a énormément de sensibilisation qui est faite, puis les entreprises, ils veulent innover de plus en plus. Ils se le font dire, ils se font casser les oreilles, ils se font même, leur valorisation est vue à la baisse s'ils sont trop papier. Là. Fait que même quand tu viens pour vendre ta business, puis tout est fait, rien de connecté, tout est fait manuel, ben, leur compagnie va valoir moins cher que la compagnie qui fait la même chose à côté, mais qui est tout automatisée. Donc, le marché est bon. Là. La crise, ce qu'on a vu en début de crise, mettons si je fais un parallèle sur le COVID, en début de crise, ce qui a arrêté, ça a été beaucoup ce qui était retail, restauration, où on avait aussi des projets là-dedans, où eux autres, ils ont tout arrêté. Puis c'est normal, encore aujourd'hui, ils sont encore à genoux parce qu'ils ne sont pas encore ouverts. Mais tout ce qui est manufacturier qui ont continué pendant la crise, ça n'a pas arrêté, puis même ça accélère, je te dirais, ces temps-ci. Du point de vue IoT? Ben, du point de vue... l'IoT, c'est rare que tu vas faire juste de l'IoT. Comme je disais tantôt, c'est de la transformation, puis l'IoT en fait toujours partie. Mais c'est rare que tu ne fais pas juste des projets IoT. J'ai un petit projet, je fais juste de l'IoT. Je vais utiliser l'IoT au bon moment dans mon processus, dans ma transformation. Fait que oui, il y en a pas mal là-dedans. Mais c'est vraiment plus avec parcimonie que tu vas l'avoir. Ben, comme on disait tantôt, là, tu en as besoin pour souvent entraîner tes modèles d'AI. Fait que tout projet où tu vas avoir de l'AI, tu vas avoir de l'IoT normalement. Puis dans vos employés, le niveau d'éducation, vous avez parlé, beaucoup d'employés qui ont maîtrise doctorat. Oui. OK. Puis ce serait quel pourcentage qui est en dessous de ça? Parce que nous, on est étudiants à Bois-de-Boulogne, puis il n'y en a pas beaucoup qui ont une maîtrise. Non, mais on a de tout. Là, si je te donnais, on a ceux-là, on a des ingénieurs qui baissent un peu. Après ça, on a des bacs, on a des decks, puis on a aussi des attestations d'études collégiales, là, dépendamment de du rôle que tu as dans l'organisation. C'est sûr qu'un AI scientist bien poussé avec des maths très avancées, ben, on s'entend que si tu as fait 8-9 ans en grosses mathématiques, tu vas être plus avancé que si tu as fait 2 ans au cégep, 3 ans au cégep, comme à la limite, moi j'ai fait. Moi, j'ai un deck qui ça ne m'empêche pas d'opérer aujourd'hui. OK, merci. Good. Est-ce qu'il y aurait encore des questions? J'avais une question oui. peut-être un peu délicate. On pourrait juste parler en tant que budgétaire. Quelqu'un qui a une usine puis qui dit « Ah, moi, là, je ne sais pas, je vais transformer mon usine, je veux qu'elle soit complètement en IoT. » Il y a des coûts rattachés à ça. Est-ce que vous arrivez avec plusieurs plans, dire, bon, OK, on peut informatiser une partie, ça va aller à peu près à 30 milliers de dollars, ou non, vous êtes mieux de construire une nouvelle usine, ça va vous coûter 2 millions, puis c'est fini, puis vous allez pas avoir d'impact sur votre production. Il y a quand même une évaluation qui doit être faite à ce niveau-là, j'imagine. Oui, mais avant de dire que tu refais une usine, on parle plus de dizaines et dizaines de millions quand tu refais une usine au complet. Oui, mais je parlais juste budgétaire. Là. On parle c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est souvent, tu es capable de ramener de l'IoT dans une usine existante. Là. Tu peux fitter des vieilles machines. On l'a montré tantôt. Tu es capable d'aller jouer là-dedans. Il n'y a pas de problème. Puis tu le fais toujours par phase parce que c'est pas vrai qu'un client va dire je mets 4 millions puis je me ferme les yeux puis j'espère que ça va marcher. Ils vont faire un petit bout, ils vont regarder c'est quoi le retour sur investissement, ils vont dire OK, ça a bien été, ça se repaye, parfait, les résultats sont là, on va faire le deuxième petit projet. Après ça, ils vont en faire en continu comme ça. Le but, c'est de développer une culture d'innovation puis qu'ils en fassent année après année, 4, 5, 6. Puis là, à un moment donné, quand ils ont plusieurs défaites un petit peu partout, là, ils vont venir mettre la colle au complet puis ça va finir leur transformation. Fait que oui, ils vont avoir dépensé le même montant.
mais ils vont peut-être avoir laissé tomber des projets en plein milieu parce qu'ils vont dire, ben, finalement, celui-là, j'ai pas assez de retour sur investissement, je vais arrêter de le faire. Technologiquement, peut-être que celui-là, on pensait que c'était une bonne idée, puis finalement, ça nous sauve absolument rien d'un point de vue financier. Fait que là, ils vont dire, bon, on va prendre un step back parce que veut pas, l'argent n'est pas infini là, dans les compagnies. Là, fait que quand il la dépense, il faut qu'il la dépense intelligemment. Là. Fait que je te dirais, par petites étapes, c'est la meilleure approche. OK. Puis le retour sur investissement, on parle de combien? Là? 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est quoi comme retour sur investissement? Ouais, ben, c'est rare. Souvent, ils vont viser max 3, 4 ans là, quand ils vont faire des ROI. Là. Ils ne voudront pas aller plus loin que ça là, pour se projeter. Okay. T'en as, il faut que tu sois visionnaire. Un ROI sur 5 ans, c'est long là, pour te dire. Ça me prend 5 ans à faire des savings pour que je finisse par dire que je l'ai payé. J'ai payé, oui, c'est ça. Ouais. Fait que, souvent, ça va être 2-3 ans qu'ils vont essayer de le rentrer. Des fois, ils vont s'étendre à 4. Mais ça dépend de l'ampleur aussi de ton projet. Là. Ouais. Si c'est un projet de 14 millions, des fois, c'est peut-être un peu plus long qu'un projet de 400 000, mettons. Ouais, je peux comprendre. Excellent. Ça a été très enrichissant. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci. Merci pour les questions. Kevin, j'avais moi une dernière chose peut-être à spécifier. J'ai vu que vous avez des postes ouverts présentement et puis peut-être qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Est-ce qu'il y a une personne dédiée chez vous pour recevoir des candidatures spontanées, par exemple, si des personnes sont intéressées? Oui, on a Sophie, en fait, chez nous. Si vous allez sur culture.vouban.com ou culture.vouban.com, vous allez dans la page carrière, puis vous allez voir Sophie en bas. Elle a toutes ces informations, puis vous allez pouvoir la contacter directement à partir de notre site web. Super. Mais merci beaucoup. Et un dernier petit détail, est-ce que tu accepterais de nous partager ta présentation pour la repartager Oui, pas de problème. Je vais vous envoyer ça après directement à toi, j'imagine. Oui, s'il te plaît. Parfait, ça me fera plaisir. Super. Merci beaucoup. Je vais peut-être demander à Simon de prendre la parole peut-être pour clôturer. Très grand merci. Je vais reprendre les commentaires de M. Boulay. Extrêmement intéressant, très concret. Moi, j'apprécie beaucoup les conférences comme ça avec des exemples très concrets, très pratico-pratiques. Toujours quand je me dis, si moi, je comprends des bons bouts, c'est souvent un bon signe. Et merci, Kevin, tu as été très généreux puis, de tes exemples. Puis ça parle beaucoup. Vraiment intéressant. Puis ton dernier exemple que tu avais près de toi, l'équipement pour la mammographie avec une pensée sociétale, avec une pensée morale de soutenir des personnes, ben, c'est aussi ça, les objets connectés, c'est aussi ça l'intelligence artificielle. Dans certains cas, c'est pour des causes sociales, des causes de développement durable, de développement responsable, mais aussi pour des causes sociales. Fait que ça, évidemment, il faut applaudir et puis encourager aussi ces développeurs-là. Donc, encore une fois, un super bel exemple. Merci. Puis le pire, c'est que ce qui est triste, c'est que si ça fonctionne là-bas, ça fonctionne ici aussi. Hein. Mais oui. Puis c'est pas mal moins douloureux pour la femme, ça, que de mammographie. De 2, c'est super portable. Tu peux aller dans les tours à bureau puis faire des examens annuels à plein de monde. Juste une infirmière qui est capable de faire ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un médecin pour capturer la donnée. Puis il y a des lobbies de médecins qui l'empêchent encore aux États-Unis et au Canada de rentrer. Fait il y a aussi le moins beau côté de la médaille quand tu as des technologies qui sont émergentes comme ça, qui pourraient sauver des vies en faisant du dépistage vraiment plus tôt. Si les lobbies disent j'ai acheté des machines à mammographie à plusieurs millions de dollars, c'est pas vrai qu'il va y avoir un petit appareil à 5 000 $ qui va venir me voler ma business. Fait qu'il y a aussi des fois, ça fait sortir des moins beaux côtés aussi qu'on voit à travers ces projets-là. Les pas de société. Bien, écoute, je te remercie infiniment. C'est très généreux de te joindre à nous ce matin. Puis effectivement, je pense qu'il y a des gens qui vont surveiller les opportunités de carrière chez Vouban. Donc, très chouette. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci infiniment, Kevin. Merci Mathieu, encore. Merci, bonne journée. Bonne journée.